Alors je vais essayer de ne pas être trop long, 1 heure c'est déjà pas mal, et de vous narrer un petit peu, d'une manière simple, l'histoire des zoos depuis, en gros, l'Antiquité, ce qu'on en sait en tout cas, et jusqu'aux zoos actuels et la problématique à laquelle s'est attaqué les zoos depuis une trentaine d'années, disons, qui est la conservation, qui est leur rôle principal. Donc là, vous avez tout simplement les sigles, d'ailleurs, des certaines parties prenantes dans ce travail de conservation. À gauche, mais on en reparlera rapidement, l'EASA, qui est l'Association européenne des zoos. Là, j'ai été trop vite. Ensuite, le groupe de conservation, d'élevage pour la conservation, qui dépend de l'UICN et qui fait vraiment l'interface entre le travail des zoos et les protections de terrain. Et puis ensuite, l'Association mondiale des zoos. Il y a d'autres associations, bien sûr. Alors, très vite, les ménageries dans l'Antiquité. Alors, on a quelques traces, en particulier en Égypte. Là, on peut voir un certain nombre d'animaux, des ibis, des oiseaux essentiellement. Les Égyptiens avaient un grand nombre d'animaux sacrés, dont les crocodiles, entre autres. Et ils les gardaient dans des ménageries princières. Beaucoup étaient, on va le revoir pour l'Antiquité romaine, c'était aussi des élevages d'oiseaux, tout simplement, y compris pour la nourriture. Je croyais avoir supprimé celle-là, parce qu'on a en fait très peu de traces sur la Chine. Les textes récents, on n'a quasiment rien. Ménagerie de l'Antiquité, les volières. Alors la volière de Varon a été très bien décrite, même si elle a été abandonnée et reconstituée en dessin. Et on a toujours le même système de péristyle qu'on voit là, avec, et là aussi c'était souvent des oiseaux d'élevage, pas vraiment des oiseaux d'ornement, mais c'était, et souvent ils faisaient des repas d'ailleurs au milieu, avec les oiseaux qu'ils consommaient allègrement. Alors, l'autre grande face, j'allais dire, des ménageries romaines, c'était les bêtes sauvages, là en l'occurrence, entre autres pour le cirque. Et ils étaient logés sous les gradins des arènes. Là, on voit une scène de chasse, c'est une des rares reconstitutions, enfin, c'est une mosaïque qui est à Bonn en Algérie, dans une vieille villa romaine. Et on a effectivement les captures de lions, de panthères. Là, il n'y a pas de tigres, mais ils chassaient à la fois en Afrique, en Perse et au Proche-Orient, où il y avait encore énormément. Et c'est là où on voit la faune qui existait à l'époque, qui a complètement disparu maintenant. Il n'y a plus de lions dans ces contrées. Des oryx d'Arabie, des onagres, enfin tout ce qu'ils pouvaient trouver, et ils ramenaient, alors avec beaucoup de casse, mais ça durait très longtemps. Et ensuite, c'était des animaux de cirque et pour les combats, y compris certains fauves étaient apprivoisés par certains patriciens romains. Ensuite, on a les montreurs d'animaux, ça c'est une tradition qui continue d'ailleurs, il y a toujours des montreurs d'ours en France, avec les spectacles moyenâgeux. Là, on voit une girafe en Turquie et des lions. Combat d'animaux aussi, toujours. Ménagerie italienne au 15e, 16e. Et là, à Florence, on voit sur des places de Florence. Alors, on ne sait pas exactement comment ça se pratiquait, parce que je pense que la foule n'était pas à côté. Alors, on va aller... Là, je fais quelques grandes dates historiques. Et on va passer après les ménageries dites antiques, aux ménageries princières, principales, dont Versailles et Schönbrunn, on va le voir. Ensuite, on passera aux zoos modernes, ménagerie du Jardin des Plantes, qui est vraiment une date hyper importante. Vous en saurez plus demain. Et ensuite, très rapidement, sur la ménagerie, ouvert la voie à des zoos qui étaient tous urbains, Londres, Amsterdam, Berlin, pour citer les premiers. Ensuite, en France, une grande date, c'est Vincennes, en 1934. Thoiry, qui a été le premier safari park en France, en 1968. Et Jersey, en 1959. On verra pourquoi après. Là, quelques images de ménagerie princière. Ça, c'est à Gand. En fait, la partie ménagerie, l'enclos des lions est juste en bas, là. Je ne sais pas si on voit... Ouais, si, c'est bien. À Kew, en Angleterre, et on va retrouver des modèles architecturaux de volières qui perdurent. On les retrouvera pendant des siècles, et ça a été gardé, entre autres, à Schönbrunn. Alors là, on n'a pas d'image architecturale des ménageries, mais on voit que l'ensemble de la collection était en fait des formes domestiques, sauf un éléphant.
mais tout le reste, et ça pourrait être un mouflon à la limite sauvage, ça une saïga, mais tout le reste, très souvent, c'était des animaux domestiques, les ménageries. Ménagerie à Amsterdam, là où Joe, c'était en fait une teinturerie à l'origine. Et là, on voit aussi encore un modèle, toujours le même système de péristyle. On verra que ça a perduré jusqu'à la fin du 19e. La ménagerie du Belvédère en Autriche du prince Eugène de Savoie en 1716, et on voit ce modèle toujours, les parcs rayonnants comme ça, avec chacun des groupes d'animaux et les visiteurs, alors qui n'étaient pas le public, hein, qui étaient des visiteurs invités souvent, qui passent devant. On va retrouver ce modèle à Schönbrunn, et en fait c'était inspiré de Versailles, bien que c'était un grand ennemi de Louis XIV. Donc Versailles, 1662, 1664, les dates varient. On voit très bien aussi le plan rayonnant avec un bâtiment central, les visiteurs au milieu et qui regardent chacun des présentations rayonnantes. Où on retrouve dans chacune des cours, là ici des pélicans, là des grues, là une panthère. Alors, la ménagerie des Princes de Condé à Chantilly est aussi un peu sur le même modèle, toujours, on va retrouver. Et alors, par contre, ce qui est intéressant là dans ces images, c'était la mode importante qu'avaient les ménageries à l'époque. Ça, c'est un jeu qui était une sorte de loto, où on retrouve des images de chacune des parties de la ménagerie. La ménagerie, elle est ici. Et ça, c'est en fait un bouton de costume sur lequel il y avait une représentation de la ménagerie vue du canal. C'était très, très mode, j'allais dire. Alors on va arriver sur une date vraiment importante qui est la création de Schönbrunn à Vienne, qui était en fait une copie de Versailles, le château de Schönbrunn lui-même. Et la ménagerie, et je vais vous montrer le plan tout de suite, tous ces bâtiments existent encore. Hein. Alors, schéma que vous allez voir revenir, l'évolution des zoos entre les ménageries au 19e, les parcs zoologiques au 20e et ce qu'on voudrait au 21e siècle, dans lequel on est, les centres de conservation. Alors qu'est-ce que c'était au 19e ? C'était un cabinet vivant d'histoire naturelle. Le thème central, c'était la taxonomie, la classification, on connaissait peu les animaux. Sujet, donc, diversité des espèces et leur adaptation, avec les essais d'acclimatation aussi. Centre d'intérêt, zootechnie, c'est-à-dire la manière de les élever. Et la reproduction, enfin des essais de reproduction. Et le mode de présentation, classique pour les ménageries, c'était les cages. Alors fin 18e, donc début des zoos modernes, aussi curieux que ça puisse paraître, la ménagerie était le premier zoo moderne parce qu'à visée scientifique. Juste une image pour montrer que là on sort d'un schéma, il y a une rupture de présentation. On a ici la partie ménagerie sur cette image, qui est un jardin à l'anglaise, contrairement à ce qui était jusque-là des zoos très géométriques. Voilà, tous ces bâtiments, mais je n'en dis pas plus sur la ménagerie aujourd'hui. Ça, c'est des photos anciennes et tous ces bâtiments existent encore. Hein. Ça, c'est le pavillon des chevaux, la grande volière, la fosse ruine. Donc, on va arriver dans la partie parc zoologique, c'est-à-dire le 20e. Alors, les zoos 20e en Europe. Alors, donc, on a vu la ménagerie 1794 et ensuite le premier zoo européen, c'est 1826, Londres, ou 27. Dublin, Bristol, Édimbourg, les îles britanniques, aux Pays-Bas dans la même période, Amsterdam et Rotterdam, en Belgique, Anvers, qui est aussi un très vieux zoo, hyper intéressant sur le plan architectural. En Allemagne, Berlin, Stuttgart, Francfort, Cologne, Dresde, tous ces zoos-là sont existants et n'arrêtent pas d'évoluer et de s'améliorer. En Allemagne, un peu plus tard, au Danemark seulement en deuxième partie du 19e, Copenhague, en Hongrie, en Pologne, en Russie, Moscou, Kazan, je n'ai pas retrouvé la date, mais il est assez ancien aussi. En Suisse, Bâle, qui a été un zoo, et là, dans l'histoire des zoos, il est important parce que ça a été, après la Seconde Guerre mondiale, c'était le seul zoo à peu près en état en Europe, et qui a été le modèle pendant une quinzaine d'années au moins. Au Portugal, Lisbonne, en Finlande, en Suède. Et là, on trouve des modèles très différents sur le plan architectural.
Voilà Stockholm, Skansen à Stockholm, c'était très naturaliste comme présentation. C'était plus des bâtiments, pas des gestes architecturaux qu'on va voir. Alors curieusement, aux États-Unis, ça n'a commencé qu'en deuxième partie du 19e, avec Philadelphie, Saint-Louis, Seattle, mais Seattle a été complètement repris, c'est un zoo fantastique, Woodland Park. Et en Australie, c'était aussi très tôt, deuxième partie du 19e, les 4 zoos importants australiens qui restent toujours actuels. Alors, c'était quoi les présentations? Les présentations, elles étaient très humanisées. C'était vraiment de la démonstration. On marchait à dos d'éléphant, même si ça commence à se refaire, ce qui me plaît moyen. Et la présentation en particulier des jeunes anthropoïdes, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ils vivaient pas très très longtemps, hein, les chimpanzés, les orang-outans et les gorilles. Mais les jeunes étaient... alors, c'était le repas classique. Les types de présentation et d'architecture qu'on va retrouver longtemps. Alors c'était très souvent soit des représentations un peu, comment je vais dire, qui représentaient un temple ou les architectures des pays d'où venaient les animaux, des zones d'où venaient les animaux. Et puis ces présentations en galerie, alors soit rayonnantes, soit en galerie droite, qu'on retrouvera. Voilà, ça c'est Berlin, c'est les éléphants, ça c'est les temples égyptiens pour les girafes, c'est un grand classique. On a à peu près le même à Anvers. On va attaquer le 20e avec vraiment une date importante, 1907, c'est la création de Stellingen, qui est le zoo de Hambourg, par Karl Hagenbeck. Hagenbeck était en fait un marchand d'animaux, un pourvoyeur d'animaux pour les zoos. Et effectivement, il ne les livrait pas dans la semaine, donc il les stockait près de Hambourg, et il a eu l'idée de faire un zoo, et le premier zoo sans barrière, qui continue en fait ce type de présentation. L'esprit Hagenbeck continue jusqu'à maintenant. Hein. Et la création des grands rochers, qui ont aussi été très mode. Alors, ce nouveau concept muséologique, ça donne une illusion de liberté et de mixité des animaux. Si on regarde bien, voilà une sorte de panorama sur lequel Vincennes a été conçu d'ailleurs, puisque c'était, très vite, un petit aparté, le premier zoo, c'était le zoo de la coloniale, de l'expédition coloniale en 1931, qui avait été construit par la firme Hagenbeck. Et donc ça avait énormément influencé ensuite le plan du zoo, qui n'a pas été fait par la firme Hagenbeck cette fois, en 1934. On a au premier rang les flamands, avec des étangs. Au deuxième plan, je vais essayer de revenir, au deuxième plan, vous avez des antilopes. Ensuite, vous avez des fauves. Tout ça donne l'impression, on a un panorama, et puis des mouflons à manchettes sur le rocher. Et on voit la progression. Le public progresse au fil des allées comme ça, et à chaque fois voit des scènes nouvelles, mais en perspective, il voit les autres animaux derrière. C'est une fausse mixité, même si maintenant on sait présenter un certain nombre d'animaux en mixité, mais pas effectivement les prédateurs et les proies. Alors, on va tomber du coup avec Hagenbeck dans ce qu'on appelle la mystique du rocher. Ça, c'est l'exposition coloniale, c'est les rochers de l'exposition coloniale. Et vous voyez le traitement qui est très naturaliste des rochers et très différent à chaque fois suivant les espèces ou les groupes présentés. Ça, c'est le rocher des singes. Ça, c'est le rocher des lions, ça, c'est le rocher des girafes, où il y avait une mixité. Il y avait autruches, girafes, gnous, un certain nombre d'antilopes. Et on retrouve ça avec Vincennes, le grand rocher de Vincennes, ou le grand rocher de Budapest, traité de manière complètement différente. Hein. Vous pouvez voir, celui-là est absolument magnifique et traité très naturaliste. Celui-là est traité plus architectural et plus simplifié. Les modèles de présentation, alors l'ancienne faisanderie... qui est à la ménagerie, qui date de 1827, qui est toujours présente. Modèle de présentation rayonnant, là le public, les visiteurs sont autour. La singerie de le Palais des Singes en 1833, hein, à la ménagerie, là le public passait à l'intérieur et voyait les cages, et il y avait une grande cage extérieure. Mais ça vous sera détaillé demain. Ces modèles restent toujours de présentation rayonnante et groupés par groupes zoologiques pour des raisons des fois pratiques, tout simplement, parce que c'est plus simple. À l'époque, on chauffait beaucoup les fauves, donc on valait mieux les regrouper dans un même bâtiment. Si on regarde bien le plan de la fauverie du zoo et la fauverie de la ménagerie, qui sont contemporaines, celle du zoo était curieusement, ça a été une grande surprise pour moi, elle n'était pas plus moderne.
C'était le même système, sauf qu'au lieu d'avoir des grandes cages extérieures, il y avait 3 plateaux extérieurs. Mais la disposition est la même. Le public est au milieu, le couloir de service est ici, les cages distribuent. Ensuite, sur l'extérieur, on a le même système du coup à la ménagerie. Alors, concept zoologique, c'est-à-dire qu'on présentait les fauves, les singes, les reptiles. Les reptiles, ça continue pour des raisons là aussi pratiques, il faut vraiment les chauffer. Donc en général, c'est regroupé dans un même ensemble. Le concept zoologique, on le retrouve à la Leipzig pour l'ensemble des présentations d'anthropoïdes. Orang-outans, bonobos, gorilles et 2 groupes de chimpanzés, avec un bâtiment central et le public circule ici au milieu, traverse le bâtiment et circule au milieu et autour bien sûr. Donc sous une forme très différente au point de vue aspect, on retrouve le même concept. Alors en France, après la ménagerie, le premier ça a été Marseille, 1854, qui a été fermé en 1987. Lyon, toujours existant, en 1858. Mulhouse, 1868, toujours existant, qui est un jardin botanique en même temps. Ensuite, quelques grandes dates. Paris, avec dit Vincennes, en 1934. Ensuite, le début des zoos privés en France, avec une personne importante, qui est Jacques Bouillot, qui a créé le parc du Tertre Rouge à La Flèche, qui s'appelle le zoo de La Flèche maintenant, en 1946, et qui a ouvert la voie à de nombreux autres. Je pense à Louis Gay avec Douai-la-Fontaine, Claude Caillé avec La Palmyre, etc. Et ensuite, Thoiry, donc on l'a vu tout à l'heure, premier safari park en France. Les safari parks, en aparté, il y a des safari parks fantastiques en Angleterre. C'est vraiment eux qui ont créé le concept. Ensuite, une autre date importante, on a vu Hagenbeck, 1907. Une autre date importante, c'est Jersey. Le premier zoo dédié uniquement à la conservation. Gérard Durel, en 59, l'a créé, alors qu'il était, en fait, lui aussi, il allait chercher des animaux un peu à droite, à gauche, en particulier dans l'océan Indien, pour Madagascar aussi, pour les zoos, et il les amenait, il s'apercevait au fil de ses voyages que ces espèces étaient très menacées, commençaient à disparaître. C'était souvent des espèces insulaires, et c'est toujours très fragile. Et il a eu l'idée de les ramener et de se consacrer uniquement à ces espèces-là, qui n'étaient pas des espèces emblématiques. C'est pas des girafes, c'est pas des éléphants. C'était soit des lémuriens, soit des petits reptiles, soit des rats de Cuba, de la Jamaïque. Et il s'est consacré uniquement à ça et à travailler sur place à la restauration des milieux avec un but de réintroduction éventuelle. Et un des meilleurs exemples, c'est les chauves-souris de l'île Rodrigue, qu'il a ramené, qu'il a élevé. Ça a bien marché. C'est des sortes de grandes chauves-souris frugivores. Et quand ils sont retournés après, puisqu'ils travaillaient sur le terrain à la restauration des milieux, avec la protection sur place, il s'est aperçu que c'était plus la peine même d'en rapporter. Ça avait bien redémarré. Donc c'est en fait la bonne méthode. C'est devenu un trust. Et un livre important, l'Archimobile, il en a écrit un grand nombre, mais celui-là, il y a tout sur les zoos là-dedans, et d'une manière très simple et très humoristique en général. Autre grande étape pour moi, c'est les zoos très spécialisés, et en particulier le zoo d'Appeneuil, d'Apeldoorn, qui s'appelle Appeneuil, qui veut dire sanctuaire des singes, qui est un zoo uniquement consacré aux primates, des structures très simples. Wimarer l'a conçu en 71. Et une institution, et d'ailleurs les photos en viennent, là, c'est la vallée des singes près de Poitiers, au sud-ouest de Poitiers, qui a été aussi d'ailleurs conçu par Wimarer. Et alors on se promène, c'est des séries d'îles. Les singes sont séparés par des grands fossés d'eau, avec, si vous voyez ici, des ponts pour les visiteurs, mais les singes ne peuvent pas passer, ne serait-ce que par ces gros poteaux ronds. Et puis, c'est au départ électrifié un petit peu la nuit, donc ils n'y touchent pas 2 fois. Et on se promène au milieu des singes. Alors évidemment, pas au milieu des gorilles, ça on fait le tour, mais beaucoup d'autres espèces, comme ici par exemple, pour ce capucin. Bon, je vais arriver sur une étape un peu plus aride, mais qui est importante, sont les années 70, 80, 90, qui ont jeté les bases scientifiques de la gestion des populations captives, l'organisation des programmes d'élevage en Europe et on verra un petit peu le plan de collection institutionnelle pour expliquer pourquoi les zoos ont telle ou telle collection et que c'est pas fait au hasard comme ça.
comme c'était le cas au début du XXe. C'était souvent très opportuniste. Alors, quel est le principe général ? Les zoos sont aperçus d'un seul coup que, finalement, c'est les années 60, les années de prise de conscience écologique, le printemps silencieux de Rachel Carson, Avant que nature meure de Jean Dorst, qui ont d'un seul coup s'est aperçu que la nature, qu'on croyait grande et généreuse, elle était en train de dégringoler à grande vitesse, et que les zoos pouvaient peut-être avoir un rôle à jouer là-dedans, pas pour la faire dégringoler, mais au contraire pour maintenir un certain nombre d'espèces et restaurer éventuellement. Alors le grand principe, ça c'est très théorique. J'ai pris des lions parce que, en prenant l'exemple des lions de la forêt de Gir, des lions indiens, c'est des élevages entre les grandes régions, entre les zoos SSP, c'est l'Amérique du Nord, les EEP, c'est l'Europe, l'Asie du Sud-Est, avec des échanges d'animaux pour constituer une population captive. On va voir sur quels critères et sur quels besoins. Et puis, éventuellement, en renvoyer dans les populations sauvages et reprendre de temps en temps quelques animaux, ce qu'on appellera des fondateurs, pour ramener un petit peu de matériel génétique différent dans la population captive pour qu'elle soit saine. Ce qu'on appelle gérer une métapopulation. On verra qu'on est vraiment maintenant dans cette optique. Alors, encore un petit peu d'histoire, parce que c'est important et ça montre à quel point c'est récent. 1972, première conférence sur les espèces en danger, en général, qui s'est tenue, c'est pas un hasard, aux zoos de Jersey. Alors qu'à l'époque, les gens soucieux de la conservation n'étaient pas très pro-zoo. En 73, création d'ISIS, qui est une base de données internationale située à l'origine aux zoos du Minnesota, qui recense tous les animaux en captivité, sur une base volontaire bien sûr, pour en faire la généalogie et suivre et éventuellement avoir un matériel pour les programmes d'élevage. En 79, création du groupe de spécialistes de l'élevage, à l'époque en captivité, mais le sigle a été changé, le groupe de spécialistes de l'élevage pour la conservation, créé par le même Ulysses d'ailleurs qui avait créé ISIS, et qui est donc une des des groupes disciplinaires de la CSE, de la Commission de sauvegarde des espèces de l'UICN. En 1980, les premiers programmes d'élevage en captivité coordonnés aux États-Unis, les SSP. En 82, en Angleterre, bien sûr, c'est la tête de pont classique, et seulement en 85 en Europe, où on a créé les premiers programmes d'élevage, qu'on appellera les EEP. Je ne vous dis pas le sigle allemand parce qu'on ne le retient jamais. Il y avait 19 programmes à l'époque, qui étaient déjà des espèces pour lesquelles il y avait une organisation existante. Je pense au cheval de Przewalski, aux anthropoïdes, qui étaient déjà un petit peu gérés et coordonnés d'une manière informelle. En 88, il a bien fallu trouver, en Europe, on n'avait pas d'association régionale, comme il y en avait une aux États-Unis déjà. Création de l'ECASA, c'est-à-dire de l'association européenne, de la communauté européenne à l'époque des zoos et aquariums, qui était une tutelle nécessaire pour nous, pour une organisation, qui s'est transformée en 92, à l'élargissement et à la création de l'Union européenne, en association européenne des zoos et des aquariums. En 90, on verra ce que c'est, premier TAG, Taxon Advisory Group, ça c'est important. En 93, la première stratégie mondiale des zoos pour la conservation, qui a un travail conjoint, et ça c'est une date, entre WZO, c'était l'Organisation mondiale des zoos, et le CBSJ, qui est en fait une tête de pont de l'UICN, c'est-à-dire d'une ONG très conservation, et qui était à l'époque relativement anti-zoo. En 99, autre date importante, et ça dû en gros au lobbying de l'EASA, une directive européenne pour les zoos qu'on a eu à transposer en 2004 en arrêté zoo en France, et qui surtout, vraiment la partie importante pour moi, c'est l'essentiel étant que les zoos soient dédiés à la conservation, ce qui n'existait pas dans les législations de zoos avant. En 2002, là aussi, il y a un changement d'attitude de l'UICN. L'UICN publie des lignes directrices, des recommandations pour la gestion en captivité, qu'on appellera la gestion ex situ. Et en 2005, la nouvelle mouture de la stratégie mondiale des zoos pour la conservation. En 2010, ZIM, c'est la nouvelle formule d'ISIS.
Bon, directive européenne dont je viens de vous parler. Donc, le chapitre principal, c'est la conservation. Alors, sous diverses formes, recherche dédiée à la conservation, à la formation à la recherche, à la reproduction en captivité et éventuellement aux réintroductions, la recherche sur la réintroduction. C'est un phénomène compliqué, la réintroduction. Hein. C'est éducation et sensibilisation du public, conditions de détention. Alors, bon, pourquoi pas prendre ce terme alors, qui doivent répondre aux besoins pour la conservation, l'enrichissement des enclos, on verra ça plus tard, soins vétérinaires et nutrition, mais ça c'était déjà existant bien sûr, éviter les évasions pour pas qu'il y ait d'espèces invasives, et on peut craindre certains trucs, je pense, avec les chiens de prairie qui deviennent mode, et tenue de registre, et ça veut dire une participation au programme d'élevage d'espèces menacées. Quelques chiffres, en gros, c'est 1000 zoos coordonnés qui accueillent en gros 600 millions de visiteurs sur la planète. C'est énorme. C'est quasiment une personne sur 10. Une cote mal taillée, on estime qu'il y a à peu près 1500 espèces de grands vertébrés, bon, alors pour simplifier, mammifères, oiseaux, reptiles, qui nécessiteraient des programmes d'élevage en captivité pour leur sécurité, pour leur survie. En fait, et encore, on est très optimiste, on pense que, vu les moyens humains et financiers, et d'espaces disponibles, on peut en gérer 500. Et on est plutôt sur 300 maintenant. Bon, qu'est-ce que la conservation en captivité? Création de populations de sécurité ou d'élevage conservatoire, peu importe les termes. À 100 ans, maintenir plus de 90% de la diversité génétique initiale. Ça, c'est un garant. Pourquoi la diversité génétique? C'est un garant d'une population saine et surtout capable de se réadapter s'il y a un certain nombre de variants génétiques et qu'il n'y ait pas trop de sélection à l'intérieur. Partir de plusieurs dizaines, ça veut dire de fondateurs. Les fondateurs, c'est des animaux arrivant de la nature qui créent cette population et qui sont toujours représentés dans cette population et qui sont par définition non apparentés. Là aussi, c'est pas toujours sûr. Souvent, c'était des captures dans les mêmes groupes et on ne sait pas trop. Si tout se passe bien, on arrive à une population totale, suivant le nombre de fondateurs, entre 250 et 500 individus. Nécessité, bien sûr, d'un livre généalogique qu'on appellera un studbook, qui permet l'analyse génétique de la population sur le plan de la consanguinité, qu'il faut essayer d'éviter au maximum, de la représentation des fondateurs, c'est-à-dire s'il y a 10 fondateurs, il faudrait qu'on ait 10% du pool génétique de chacun des fondateurs dans la population actuelle. Alors, c'est pas toujours vrai avec l'histoire reproductive d'une espèce. Et ensuite, la perte de gènes. On perd des gènes régulièrement à chaque génération. Et puis l'analyse démographique de cette population. C'est exactement le travail des programmes d'élevage. Je ne sais pas si c'est très lisible du fond. Oui, si. Et qui permet de faire des recommandations d'élevage. On va voir comment ça fonctionne. Et ensuite, mais quelles espèces on va choisir? Ça, c'est le travail des groupes de conseillers ou de consultants pour un taxon. Un taxon, c'est une unité de classification. La seule qui ait une validité, et encore, c'est l'espèce. Mais au-dessus de l'espèce, il y a le genre, il y a la famille, il y a l'ordre. Alors souvent, on travaille sur des groupes comme ça, c'est la famille, les félidés par exemple, et on va choisir dedans quelles sont les espèces qui sont prioritaires, sur lesquelles il faudrait faire de la place, au détriment d'autres, bien sûr. Puisqu'il va falloir, s'il y a 10 individus par espèce, on peut avoir plein d'espèces. Si on a 500 pour chaque espèce, ça veut dire qu'il faut regrouper 10, 20, 30 zoos, et que tous ces zoos-là vont faire de la place pour ça. Ça définit donc les priorités d'élevage et qui met en place ce qu'on appelle un plan de collection régionale, sur lequel, quand un zoo constitue une collection ou la modifie, il est censé s'appuyer pour dire « Ah oui, cette espèce-là est importante, celle-là l'est moins, donc on va choisir celle qui est importante en termes de conservation. » Alors, pratiquement, ça veut dire quoi? Et je vais le mettre en correspondance avec l'exemple du cheval de Przewalski, que je connais bien, et qui est, Michel vous le redira, à la ménagerie depuis 1902, depuis l'origine quasiment de l'élevage de cette espèce. Augmenter le nombre de fondateurs. Dans le cas des chevaux du cheval de Przewalski, il y a 13 fondateurs, dont 12 sauvages. On s'est aperçu qu'à l'intérieur de ces 13 fondateurs, il y avait une femelle qui était une jument domestique, en fait, un poney de Mongolie, mais qui continue à reproduire, j'allais dire, et dont le sang, le pool génétique est toujours dans la population actuelle. Alors on ne peut pas l'augmenter, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller en chercher, parce qu'il n'y en a plus dans la nature depuis 1960, la fin des années 60.
Augmenter le taux de croissance de la population, en particulier en première et deuxième génération. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'un individu qui a 8 descendants, qui arrivent adultes et qui sont eux-mêmes reproducteurs, a les chances d'avoir distribué l'ensemble de ces variants. Ça, c'est des probabilités, c'est pas forcément vrai. Donc il faut que la première génération reproduise au maximum, la deuxième aussi. Puis après, on peut calmer le jeu. Ensuite, on arrive du coup à une taille de population stabilisée en fonction du nombre de fondateurs, je vous ai dit, entre 250 et 500 individus. Dans le cas des chevaux, il y a très peu de fondateurs, il en faut au moins 700. Bon, on en a largement plus, c'est pas le problème. Enfin, stabiliser, une fois qu'on a cette... il faut éviter d'avoir des fluctuations, c'est-à-dire de redescendre, ce qui a été le cas pour les chevaux en 1945, après la Seconde Guerre, il ne restait plus que 35. Donc là, on a à nouveau un goulot d'étranglement, une perte génétique énorme. Si possible, rapport entre les sexes de 1 pour 1, ce qui est vrai à la naissance en moyenne, mais ils ne reproduisent pas tous de la même façon, ça dépend aussi de la structure sociale. Même nombre de descendants par individu reproducteur, on tombe sur le même problème. Les groupes qui vivent en harem, le mâle reproduit beaucoup plus que chacune des femelles, donc va distribuer plus de ces gènes. Par contre, d'autres mâles ne vont pas reproduire du tout. Donc là, on a un problème d'équilibre à trouver. Alors, une des astuces, puisqu'on a dit que on voulait garder le maximum de variabilité génétique sur 100 ans. On perd de la variabilité, on perd des gènes à chaque génération, puisque chaque individu, en tout cas dans la reproduction sexuée comme chez les mammifères et les oiseaux, distribue que la moitié de ces gènes. Donc on a une perte à chaque fois. Donc moins on a de générations sur un temps donné, moins on a de pertes. Donc une des astuces, c'est d'allonger le temps de génération. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils reproduisent à 2 ans, on va les faire reproduire à 4 ans. Et à ce moment-là, on aura moins de pertes à terme. Ça, c'est juste une astuce. Ensuite, immigration d'individus nouveaux, c'est-à-dire nouveaux fondateurs, et là, l'UICN est d'accord dans certains cas, mais là, encore une fois, c'est impossible pour les chevaux. La seule chose qu'on peut faire dans cette espèce, c'est freiner le taux d'augmentation de la consanguinité. Ils sont tous consanguins maintenant, il n'y a pas de problème. Essayer de s'approcher des pressions de sélection naturelle. Alors là, c'est la qualité d'élevage, c'est-à-dire d'environnement, de leur fournir et qui vivent dans des structures sociales normales, le plus près possible de celles qu'on connaît dans la nature, en tout cas. Et puis, c'est l'enrichissement à la fois des structures, du milieu, et l'enrichissement du comportement. Bon, alors ça, c'est vraiment le développement des années 90 et 2000. C'est un contrôle à l'individu près sur ces populations captives. Et ça doit permettre, alors là, j'ai encore le chiffre de 200 ans, je n'ai pas réussi à le supprimer, c'est 100 ans. On était très optimistes à l'époque. De toute façon, on ne sera plus là pour le vérifier. De telles populations ex situ maintiennent plus de variabilité génétique que nombreuses populations sauvages de même taille. Alors comment ça s'organise ? Là j'ai fait un schéma que j'espère pas trop compliqué. On a les zoos, les échanges entre les zoos, ça c'était un classique, mais maintenant ils sont organisés et coordonnés par une personne spécialisée. Bon, je reprends l'exemple des chevaux, c'est Cologne. Il y a à peu près 70 institutions en Europe qui ont des chevaux. Ça ne manque pas. Et donc, cette personne est chargée de faire l'inventaire de ce qu'a chaque zoo, ce qu'a les zoos en Europe, par exemple, pour cette espèce, nombre d'individus, nombre de mâles, de femelles, reproduction, intention, parce qu'en même temps, c'est une étude de marché un peu, intention de continuer ou pas avec l'espèce. Une fois qu'il a récupéré ça, il fait le livre généalogique. Il peut s'adresser directement à ISIS, en l'occurrence à la base de données internationale. Ça simplifie et ça rend le travail un peu plus rapide au départ. Une fois qu'il a ce livre généalogique, il en fait l'analyse génétique et il fait des recommandations d'élevage en disant tiens, ce mâle a assez reproduit avec ces femelles-là, il va partir dans un autre zoo et puis cette femelle, on va arrêter la reproduction, mais il faudrait mettre celle... Donc il va faire des recommandations zoo par zoo, individu par individu, que les zoos s'engagent à suivre. On a une convention de participation. Et ils s'entourent en même temps d'une commission d'espèces. Quand il y a 10 zoos, tout le monde fait partie de la commission d'espèces, mais quand il y en a 70, on limite à 10-12. En Europe, sur un plan régional, c'est plus pratique. D'abord parce qu'il y a encore une barrière de langue. Il est en charge aussi de se mettre en relation avec les autres programmes régionaux quand ils existent pour la même espèce et de travailler ensemble. Et il est responsable devant le comité des EEP. Bon, ça, c'est plus administratif.
Ça fait donc des animaux qui voyagent beaucoup. Alors, une autre précision, puisqu'on travaille à ce niveau-là pour ces grandes espèces sur les individus, il faut les identifier individuellement. Il ne faut pas qu'on se trompe au fur et à mesure des passages dans différents zoos. Donc il y a des systèmes de marquage divers, mais un qui est relativement récent, qui a une bonne vingtaine d'années maintenant, qui sont les transpondeurs des puces électroniques. C'est des sortes de codes barres qu'on relie, qui sont implantés dans chaque animal et qui donc, peu importe où l'animal est, on peut toujours vérifier que c'est bien le bon individu. Un exemple, c'est un étalon de cheval Przewalski qu'on a eu à la ménagerie, Borin, qui était né en 86 à San Diego, aux États-Unis, qui est parti ensuite 2 ans à Denver avant d'être envoyé pour le programme d'élevage européen en 88 à Cologne, où il a été mis dans un groupe de célibataires. Ça, c'est le mûrissement comportemental normal des chevaux. Ils sont d'abord dans des groupes avant d'être des pleins étalons pour pouvoir créer leur propre harem. Ensuite, il est envoyé comme reproducteur 6 ans à Rotterdam, 2 ans à Munich, et il a passé 6 ans à la ménagerie en reproducteur. Ça, par contre, c'est des images de relâchés. Voilà un exemple d'une espèce pour laquelle ça a bien marché, de relâchés en Mongolie de chevaux de Przewalski. Et il y a maintenant un certain nombre il y a 3 réserves en Mongolie, 3 réserves et 3 sites de relâchés qui fonctionnent bien. Alors, Taxon Advisory Group, pourquoi je vous en parle un peu plus ? Parce que c'est venu après. Encore une fois, on était parti et chacun voulait faire un programme d'élevage pour une espèce qui lui plaisait ou pour lequel ils avaient de bons résultats de reproduction. Et donc, on s'est aperçu, on s'est dit, c'est pas possible, il va falloir quand même gérer ça et pas partir n'importe comment. Et surtout, le faire en fonction, à l'époque, c'était... Alors maintenant, il y a d'autres critères qui interviennent, mais c'était vraiment l'intérêt de conservation. En fonction du degré de menace d'un mature. Alors, comment on s'y prend ? On fait un recensement, encore une fois, de la population captive de ces espèces appartenant à ce taxon, les félidés. On va interroger tous les zoos européens, et ça, c'est un peu le rôle de l'EASA d'organiser ça, pour savoir ce qu'ils ont, et encore une fois, de l'espace disponible, une petite étude de marché. Et on met ça en relation avec l'état des populations sauvages. L'état des populations sauvages, il nous est fourni essentiellement par la liste rouge de l'UICN, qui est maintenant régulièrement, quasiment tous les ans, remise à jour, et qui nous dit cette espèce-là est en danger critique, ou en danger, ou vulnérable, ou par contre il n'y a pas de souci, pour l'instant, pas de préoccupation, ça s'appelle préoccupation mineure. Et alors, on va avoir des catégories ensuite d'élevage plus ou moins intensif. Et si c'est une espèce pour laquelle on a suffisamment d'individus, mettons une 40aine d'individus, dans plusieurs zoos avec des origines différentes, c'est jouable en termes de population captive, avec de bons espoirs d'y arriver. Et en même temps, c'est en danger dans la nature. Là, on se pose pas la question, on fait une gestion intensive, type programme d'élevage intensif, EEP. Gestion moins intensive, ça va être un studbook, on va faire simplement... Encore que maintenant, on est aussi chargé de faire des recommandations quand on tient ça. Le livre généalogique de l'espèce, si l'espèce n'est pas trop en danger, on va quand même la suivre, qui pourra éventuellement déboucher sur un EEP. C'est-à-dire qu'on aura tout le matériel ensuite pour déclencher j'ai l'exemple du markhor par exemple, déclencher une gestion un élevage beaucoup plus intensif. Une population noyau qu'on va surveiller, ça peut être intéressant. Donc, c'est juste une surveillance. Une personne dans le tag est chargée de faire ça, ou le tag lui-même. Ou alors, l'autre recommandation, c'est à remplacer. Les Américains sont plus rigoureux, ils disent sortir complètement. C'est-à-dire que petit à petit, on peut remplacer une espèce qui n'a pas d'intérêt de conservation par une autre qui a souvent des mêmes conditions d'élevage. C'est des espèces très proches. Qui est beaucoup plus prioritaire. Alors petit à petit, ça a été fait en fait pour les ours à l'origine. Le premier Taxon Advisory Group, c'était pour les ours. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Les participants, il y a 1 ou 2 responsables. Il y a bien sûr tous les coordinateurs des EEP concernés et des studbooks concernés, plus des spécialistes du groupe zoologique à des degrés divers, à titres divers. Soit en zoologie, on a souvent des problèmes de systématique, de taxonomie, des scientifiques de terrain, des écologistes de terrain. Il y a aussi maintenant toujours un consultant vétérinaire spécialisé dans ce groupe. Et ça aboutit donc à ce plan de collection régionale et aux recommandations d'élevage. Alors les associations régionales, c'est une vieille carte, mais ça n'a pas trop changé. On voit que dans chaque région, Amérique du Nord, on a une association, on en a une Amérique centrale, Amérique du Sud, très active.
l'Europe au sens large, hein, ça comprend la Russie, même si en ce moment c'est un peu compliqué. L'association panafricaine commence à vraiment agir. C'est pas bien sûr d'Afrique du Sud, mais il commence à faire un inventaire des zoos africains et d'essayer de voir ce qui reste en Afrique centrale, ce qui est bien, bien difficile. L'Inde, qui est très active. Alors il y a tout en Inde, hein. Il y a des zoos épouvantables, mais il y a aussi un groupe de zoos très très actifs. L'Asie du Sud-Est et l'Australie, qui est un modèle du genre, pour deux raisons, l'isolement géographique et une faune endémique. Isolement géographique pour des raisons à la fois sanitaires, mais aussi de transport d'animaux. Donc ils ont toujours travaillé ensemble d'une manière incroyablement coordonnée. C'est un modèle pour nous. Alors le but final de ces programmes, c'est quoi? On a vu comment on le faisait, quoi, c'est-à-dire quelles espèces et pourquoi. C'est une option pour le rétablissement de populations naturelles. Alors soit renforcement, soit réintroduction. Renforcement de population, c'est le cas par exemple du tamaragnon. C'est une période hors nature, ex situ, hors du terrain, qui est un stade transitoire, qui permet théoriquement à une espèce, enfin c'est notre souhait, de dépasser une situation qui est transitoirement critique sur place. Bon, on parlait de Jersey avec les chausseries de l'île Rodrigue, c'est ça. Si on a restitué, récupéré à peu près le milieu et protégé un peu, on peut renvoyer quelques individus de la population captive ou même carrément les réintroduire. Alors, il y a plein d'objections, bien sûr, qu'on nous fait toujours. Incapacité à s'adapter. Ça, c'est vrai. D'où la nécessité d'avoir des groupes sociaux constitués. On ne relâche pas un cheval. Si on relâche juste un couple de chevaux, c'est sûr que les loups en Mongolie, ils ne vont pas faire de cadeaux aux poulains. Par contre, si on a gardé des groupes sociaux constitués, ceux-là sont efficaces. Ensuite, est-ce qu'ils vont s'adapter au milieu ? C'est pourquoi il faut une grande variabilité génétique. Certains individus ne seront pas préparés, c'est-à-dire génétiquement pas préparés à s'adapter à des conditions différentes des conditions, bien sûr, de captivité. Mais d'autres, oui. Donc on aura un peu de perte, mais c'est une possibilité de se réadapter. Sinon, s'ils sont tous pareils et pas adaptés, c'est cuit. Perte du comportement indispensable à la survie. Un fameux truc inné acquis. Alors ça, je vais vous citer un petit exemple. Ouais, j'ai encore un tout petit peu de temps. Pour les chevaux, on ne savait pas comment ils allaient réagir justement aux loups. 12 ou 13 générations en captivité étroite dans des zoos où ils n'ont même jamais vu un chien. Donc dans un petit groupe, dans une semi-réserve en Allemagne, dans un petit groupe de chevaux, on a amené un border collie en position d'attaque de l'autre côté du grillage. Le groupe est venu voir, puis ils sont repartis paître tranquillement au milieu. Ils ont amené le chien avec un 4x4 au milieu du groupe, ils l'ont sauvé de justesse. J'ai une petite vidéo, mais je ne sais pas la monter, on a discuté tout à l'heure. Et on s'est aperçu, ça il faut le vérifier avant de relâcher, hein. On s'est aperçu qu'ils avaient gardé cet instinct, j'allais dire, ce comportement qui était un comportement, très protecteur. Autre exemple, réintroduction difficile, voire impossible si le biotope n'est plus disponible. Oui, c'est de la palissade, ça. S'il n'y a plus la place, il n'y a plus la place. Risque de contamination par des agents pathogènes. Alors, c'est pas tellement que les individus qu'on va relâcher, eux, récupèrent, parce que souvent ils sont presque indemnes de tout en zoo, risque de récupérer des pathogènes auxquels ils ne sont pas habitués et être malades ou en mourir. C'est surtout de risquer de remettre dans une population sauvage des pathogènes nouveaux pour eux. Et là, d'avoir un impact négatif sur la population sauvage. Donc, encore quelques chiffres. En Europe, 41 TAC, Taxon Advisory Group, un peu plus de 180 programmes intensifs, un peu plus de 180 moins intensifs. Ça fait quand même près de 400 espèces qui sont gérées de cette façon. ISIS, la base de données internationale, c'est en gros 830 zoos actuellement, 300 000 animaux vivants, plus de 2 600 000 animaux, puisqu'on garde bien sûr la trace des autres, ça fait partie de la base de données nécessaire. Et puis les projets de réintroduction et de renforcement de population, alors ça qui marche plus ou moins bien à des degrés divers. Bon, le cheval, ça a très bien marché. Et les techniques qu'on acquiert en captivité, elles servent sur le terrain. Voilà les stratégies, on va passer très vite. Alors, législation française. Contrairement à ce qu'on a pu croire, à ce que croyaient longtemps cru nos collègues allemands en particulier et anglais, disant qu'en France c'était un peu n'importe quoi, on était les seuls à avoir une législation, sauf les Anglais, qui était l'arrêté de 79, qui avait des annexes qui étaient des normes d'élevage, c'est-à-dire taille d'enclos pour un certain nombre d'espèces.
Cet arrêté de 79, dans lequel il n'y avait rien sur la conservation, il a été abrogé par l'arrêté 10 du 25 mars 2004, qui est la transposition de la directive européenne de 99, qui donne donc là un rôle prépondérant à la conservation et à l'éducation, à la sensibilisation des visiteurs, à la protection des animaux, à la perte de la biodiversité et plus généralement. 2 obligations en France. Il faut un certificat de capacité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une personne dans ce zoo, au moins une, qui soit capacitaire pour les espèces qui sont présentes dans le zoo ou qui veut avoir. Capacité à l'entretien des animaux, et il a une vraie responsabilité, y compris pénale. Alors, qui est qui est attribué par le préfet, mais après avis d'une commission nationale consultative. Mais ce n'est qu'un avis, et quelquefois le préfet ne suit pas. Et ensuite, une autorisation d'ouverture préfectorale après une étude des dangers, mais comme tout établissement recevant du public, mais là plus particulièrement parce que des animaux dangereux. Plan de collection, on va quand même aller très vite. Alors, il y a des espèces qui sont prioritaires, qui sont centrales, alors en général en termes de conservation, enfin pour moi. Populaires, alors ça c'est vrai que si on veut faire passer un message au public, il faut qu'ils viennent, donc il faut des espèces attractives, ce qui n'est pas... Et puis ce que j'appellerais des espèces inutiles. Pas de sens. Donc les critères de choix, bon, je vous passe très vite, c'est souvent lié à l'expérience de l'institution aussi. On ne va pas se lancer dans des groupes qu'on ne connaît pas. Normalement, c'est remis à jour après chaque saison de reproduction, mais en fait, pas forcément quand même, tous les 3, 4, 5 ans. Un petit truc sur les zoos du muséum très vite. Alors, la ménagerie, 1794, 5 hectares et demi. Premier zoo scientifique et... L'autre intérêt, c'est un témoin de l'architecture des zoos. On a vu la faisanderie de 1827. Et vous aurez tout en détail demain. Le parc zoologique, 1934, 14 hectares. C'est pas grand non plus. C'est déjà un peu plus grand. Qui succède aux zoos de la coloniale, pur style Hagenbeck. Sinon, c'est le style plutôt que le concept quand même. Et c'est un zoo généraliste. Le parc de Clères, alors là, bon, je l'ai gardé pour mémoire, mais il vient d'être complètement dépendant maintenant. Il n'appartient plus du tout au muséum, qui était un don de collection de Jean Delacour, grand ornithologue. Et un autre parc, enfin, le troisième, du coup, zoo maintenant du muséum, c'est le parc de la Haute-Touche, qui est aussi un don, un legs privé d'un domaine, qui était conçu comme un parc réserve pour Paris, pour les 2 zoos parisiens, qui a été développé un peu en zoo du monde, et qui est aussi surtout un centre de recherche, où des recherches très pointues sont faites sur la reproduction, technique d'assistance à la reproduction. Alors, quelles sont les avancées pour moi? Professionnalisation, ça c'est vraiment nouveau. Et si j'ai souligné soigneur animalier, c'est parce que le terme, pour moi, parle beaucoup, alors qu'avant on parlait de gardien de zoo. Ça n'a vraiment plus rien à voir, avec des formations diverses, vétérinaires, mais ça existait. Ce qui est plus nouveau, c'est le recrutement souvent d'un zoologiste ou biologiste qui sera, on appelle le curateur, le conservateur, en charge de la gestion des espèces. Pédagogue, alors ça c'est important, et médiateur. Et souvent les meilleurs médiateurs sont les soigneurs, comme on a sur la photo, parce que les personnes qui sont le plus écoutées par les visiteurs. Jardinier plus ou moins paysagiste, c'était très souvent, comment je veux dire, une technique qui nous manquait, un paysagiste, ça ne s'improvise pas toujours. Des ouvriers, des administratifs, des surveillants. Alors, vers quoi on va au 21e? Des centres de conservation, on l'a vu. Alors, il y a diverses voies. Il y a des centres d'élevage qui sont hors public, comme je cite Front Royal, qui dépend en fait du zoo de Washington, qui a failli être fermé il y a 2 ou 3 ans, parce que c'est pas rentable, évidemment, qui sont je ne sais plus combien ça fait d'hectares, on va le revoir, mais un peu plus tard, où il y a des grands troupeaux et où il y a un travail aussi de recherche important. Des zoos spécialisés, alors ça a toujours existé pour les parcs d'oiseaux, hein, je pense à Clères, à Villars-les-Dombes en France ou à Walsrode en Allemagne. Plus récemment, des parcs spécialisés en primates, à Peneuil, la vallée des singes, ou en félins. Le parc aux félins à Nesle, où il n'y a que des félins, et c'est des installations. Alors, pour moi, c'est important parce que c'est des installations qui coûtent pas cher. On n'a pas besoin, autant dans un zoo urbain, on a des installations qui sont entre guillemets luxueuses, et qui, rapport qualité-prix pour les élevages qu'on fait, ça peut se discuter. Autant ces parcs-là, les parcs de primates ou de félins, sont des parcs qui, en termes de construction et d'entretien, ne coûtent pas cher du tout et permettent vraiment des élevages importants.
Concept global, comme Gaia Park à Kerkrade, c'est-à-dire ça part quasiment des temps géologiques pour arriver à l'époque actuelle, mais ça c'est plus un problème de présentation. Alors aussi, puisqu'on est là pour parler de la protection de la biodiversité, pour sensibiliser le public à ça, on doit être exemplaire pour l'empreinte écologique, à la fois dans les constructions, dans l'utilisation de l'énergie. Et ça, en France en tout cas, à l'étranger aussi bien sûr, mais en France, il y a plein de zoos qui s'y sont mis efficacement. Et puis, il y a le fameux label ISO. Et l'immersion, qui est le concept différent. Alors, centre de conservation. Ben voilà les fameux C2S2. Parce que 2 fois C, Conservation Centers for Species Survival. Voilà, aux États-Unis, c'est 5 institutions. Front Royal, 1280 hectares, on l'a vu tout à l'heure. San Diego, 700, Wild Animal Park, ça s'appelle plus comme ça s'appelle Safari maintenant. 720 hectares. Fossil Rim, 720 hectares. The Wilds, 4000 hectares. Et White Oak, alors White Oak est privé et qui était un peu en difficulté financière. 3000 hectares, en gros, c'est 10 000 hectares. Et là, on peut faire vraiment de l'élevage, alors pour d'autres raisons, de troupeaux. Ça concerne surtout des ongulés, des antilopes. C'est un intérêt de... Là, on ne travaille plus à l'individu près sur nos petits groupes très déterminés. On laisse se développer des gros troupeaux avec en plus un choix de reproduction. Et c'est important sur le plan génétique, qu'on ne peut pas gérer de la même façon en captivité étroite. Alors, j'ai essayé de réfléchir en France ce qu'on pouvait faire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme grande institution? La Haute-Touche, on l'a vu, c'est 120 hectares. C'est quand même moins, mais c'est déjà pas mal. Le Villaret sur le Causse, où en fait c'est un groupe, c'est des ponts du VVF, c'est 400 hectares à peu près maintenant. Ça devait être 600, mais je crois qu'ils sont restés à 400. Pour les chevaux de Przewalski, c'est une sorte de semi-réserve qui permet d'ailleurs de les préparer à la réintroduction. En Europe aussi, alors en voyant plus large, Ortobadji, qui est une réserve de 2600 hectares dans la Puszta, dans le parc national hongrois, où il y a des chevaux. Kinyusi, au nord de l'Écosse, qui doit faire 60 hectares, mais c'est un élevage semi-extensif pour certains trucs. Vauburn en Angleterre, ce fameux Safari Park, 2600 hectares. Là, on ne joue pas dans la même cour que nos safaris français. Et pour quelles espèces? Donc là, il y a vraiment une réflexion à avoir et à développer. Alors, j'ai fait un petit chapitre Utopie et réalité, sauver les espèces. Alors, est-ce qu'on arrivait beaucoup au début des années 80? En fait, on n'a pas fait aussi bien qu'on l'imaginait, qu'on le rêvait. Il y en a eu quelques-unes, mais trop peu. Alors quelques-unes, des exemples, l'oryx d'Arabie, ça c'est un exemple classique. Le tamarin lion, c'est du renforcement, mais ça marche bien. Les chevaux de Przewalski. En fait, il y a 2000 espèces de grands vertébrés qu'il faudrait élever, ou 1500. On peut en faire 500 au mieux. En fait, un peu plus de 300, et il y en a une centaine, parce que les oiseaux, très souvent, c'est 10, 30, 40 individus, et on ne peut pas imaginer, avec très peu de fondateurs, qui sont des programmes, mais qui sont pas à un niveau valable à long terme. Et il y a une dizaine d'espèces quand même qui ont été sauvées par les zoos, dans ces 3-là. Il y a des projets de protection et de conservation. Il y a une base de données pour les zoos, et qui est soutenue par les zoos. Bon, je vous la cite comme ça. L'intégration, on va y revenir, des programmes globaux, c'est-à-dire de la conservation ex situ en captivité et in situ sur le terrain. C'est des plans de gestion globaux. Ça a été vrai pour le tamarin lion doré depuis 25 ans au moins. Un nouveau concept, c'est les populations. Alors là, je vais passer très vite, c'est vraiment compliqué. Les populations gérées intensivement, parce que en fait, on gère intensivement au zoo, mais on gère aussi les populations de manière moins intensive dans une réserve. Donc, comment on gère l'ensemble si vous voulez, s'il y a 3, on va se centrer de plus en plus. Il faudrait centrer de plus en plus les programmes ex situ vers la conservation, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Renforcer la gestion pour des populations ex situ pour d'autres propos. Et renforcer la coordination de gestion intensive ex situ, in situ. Alors c'est là où on en est, on commence vraiment à travailler beaucoup plus avec l'UICN. On va le voir. Et d'ailleurs, les derniers articles, les derniers concepts, c'est qu'on ne parle plus d'ex situ, d'in situ, on parle de gestion globale. Et des ponts ont été établis, et une coordination réelle maintenant se fait grâce entre autres au CBSJ, qui est vraiment l'organisme central de ce travail, entre autres, par exemple, l'Association européenne des zoos et l'UICN, les groupes de spécialistes de l'UICN. Je pense par exemple pour les tapirs, ils travaillent vraiment ensemble.
Pour les caprins dont je m'occupe, ça ne marche pas du tout parce que le groupe de spécialistes de l'UICN ne veut pas entendre parler des zoos. Donc c'est un problème parce que nous, on a besoin d'eux pour savoir quel est l'état des populations sur le terrain et qu'est-ce qu'il faut faire, quelles espèces on a à gérer. Alors, c'est vrai que c'est un message qui passe pas très bien. Souvent, les critiques, c'est de dire oui, les zoos, vous faites une publicité sur la conservation, mais en fait, vous faites rien, c'est plus une publicité. Le discours, il est lu, mais il n'est pas toujours cru. Pourtant, 600 millions de visiteurs, c'est vraiment un énorme potentiel, et là, on a vraiment quelque chose à jouer. C'est pas un film d'1h30, une visite de zoo, c'est 3 heures, c'est un public captif, c'est une sensibilité par rapport aux animaux différentes, et ça passe beaucoup mieux. Par contre, on récupère quand même, et ça c'est le travail pour la conservation, les hasards organisent des campagnes annuelles ou biannuelles. Ça a commencé par la viande de brousse. Matin Atlantica, je l'ai souligné parce qu'on avait démarré, nous, quand on a refait la nouvelle faisanderie avec les tamarins lions. Et je vous ai mis à côté les chiffres que ça a rapporté. Alors évidemment, le tigre, ça a rapporté plus, le rhinocéros aussi, que d'autres, il n'y a rien à faire. Il y a des espèces emblématiques pour lesquelles ce genre se mobilise plus que les carnivores européens, ou même, à ma grande surprise, que les grands singes. Et l'Asie du Sud-Est, qui est pourtant hyper important, c'est vraiment une zone extrêmement menacée, entre autres l'île de Palme, enfin, par plein d'autres raisons, braconnage, ça a rapporté très peu, finalement, sur 2 ans. Par contre, souvent, l'argent a été mis directement dans des projets de conservation. Alors, l'évolution, moi, je fais quand même une évolution positive. Cette évolution, il y a une vingtaine d'années, je ne la voyais pas comme ça. Surtout en France, disons, il y a 30 ans, je ne pensais pas qu'on avancerait. C'était très avancé en Europe du Nord, ça avançait beaucoup, mais pas nous. Et en fait, c'est vraiment venu. Maintenant, il y a en France une trentaine de zoos de grande qualité, de tailles différentes, hein, et qui sont complètement dans l'optique actuelle et qui font vraiment un bon travail. Ce qui a avancé, c'est l'organisation, la coordination et la complémentarité, on l'a vu. Pas de valeur commerciale pour les animaux. Alors ça, c'est vrai déjà dans les programmes type EEP, c'est une obligation. C'est-à-dire que ce qui coûte cher déjà, c'est les transports et les installations. Ça, on ne peut pas y couper. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait une valeur commerciale sur les animaux. Et puis sur un plan éthique, c'est logique. La liaison, et ça avance vraiment en ce moment avec le programme in situ, ou en tout cas une coordination, des codes d'éthique. Alors, il y en a eu plusieurs, hein. Il y a celui de la WASA, de l'EASA, il y en a l'Association française des zoos en a un. Les standards zootechniques, ça a évolué beaucoup. Bien-être animal, alors on y pensait, mais c'est vrai quand on réfléchit à ce qui se passait il y a 30 ans ou plus loin, ça a vraiment avancé, entre autres avec l'enrichissement. Des standards d'éducation, ça c'est vraiment quelque chose qui avance. Et ce qui est aussi positif, c'est maintenant les recommandations de l'UICN pour l'ex-situ, pour notre travail de zoo. Alors, mais c'est vrai que, même un peu comme disait Godard pour le cinéma, les zoos ne sont que des évocations, sinon des illusions de nature. La réalité, malheureusement, c'est qu'ils sont trop souvent les seuls lieux de contact sensibles avec l'animal pour les gens en ville. Et les gens en ville, c'est combien en France? 70% maintenant, quasiment. Les enfants n'ont plus du tout de contact avec les animaux, éventuellement avec un chien ou un chat. Bon, à consulter très vite, et là je vais passer vite parce que le site de la WASA, de l'Organisation mondiale des zoos, qui est très bien fait, et sur lequel on peut aller pêcher plein d'informations. Je vous passe très vite, et y compris espèce par espèce. Le site de l'EASA, alors il y a une partie bien sûr membre qui est réservée aux membres, parce que l'abonnement, la participation financière annuelle n'est pas donnée, mais ils rendent un grand service. Mais par contre, il y a une partie grand public, enfin public normal, où tout est expliqué. Un site, alors là, il vient de changer complètement son logo et l'aspect du site. Mais j'ai pas réussi hier soir à le prendre, donc ça c'est l'ancien site. Je vous le conseille, il est de mieux en mieux fait. C'est Jonas Livek, il avait 18 ans quand il a commencé ça. Et il fait un site sur les zoos, il visite tout. Et si vous voulez visiter les zoos, vous allez dessus. C'est bien fait. Maintenant, il a une base iconographique, il fait des photos d'animaux partout. C'est super complet. Une base documentaire incroyable. Les cartes postales, tiens, j'ai trouvé hier, je ne sais pas si tu es allé voir, les cartes postales sur la ménagerie, il y en a les 3/4, je ne les avais jamais vues. Il a une collection incroyable. Et puis un autre site pour visiter, ça c'est une paysagiste
autrichienne qui a lancé ce site, Zoolex, et qui a en particulier la partie galerie que vous voyez ici, où il y a des installations récentes de zoos. Alors, il faut qu'elles aient 2-3 ans de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on soit sûr que ça fonctionne. Et c'est toujours bâti sur le même modèle, et c'est hyper intéressant, y compris à la fois pour le grand public et pour les professionnels. Vous voyez, par exemple, Gaia Park, ça c'est l'enclos pour les hippopotames nains, et vous avez toujours la structure. Quelques livres. Gustave Loisel, c'est le grand classique, Histoire des ménageries de l'Antiquité à nos jours, paru en 1912, mais qui est hyper intéressant pour tout ce qui est historique. Malheureusement, il est épuisé. Je sais qu'on peut le trouver. J'ai un collègue de Veto de Maubeuge qui a réussi à le trouver sur Internet. 400 € quand même. Mais c'est 3 volumes, c'est essentiel. Gérard Durel, je vous ai cité que celui-là, l'Archimobile, parce qu'on le trouve partout. Et puis le livre de Pierre Gay, directeur de Douai-la-Fontaine, Des zoos pour quoi faire, qui est vraiment très bien, et qui est paru en 2005 chez Delachaux et Nieslé. Voilà, j'en termine là et pour l'exposé. Qu'en est-il du tigron, s'il vous plaît? Le tigron, c'est croisement lion-tigre, ou je ne sais jamais comment ça s'appelle, ligron-tigron, en fonction du mâle de la femelle. Ça, c'est bon. Alors, c'était le grand jeu dans les zoos, à la fois les hybridations. Alors, ce que je tiens à dire en plus, c'est que c'est interdit par l'arrêté zoo. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire d'hybride. Alors, effectivement, ça attire le public, et de temps en temps, il en réapparaît. Mais c'est pas du tout souhaitable, et ça n'a pas de sens ni biologique, ni de conservation. Et je vous dis, en plus, c'est interdit maintenant par l'arrêté zoo, tout simplement. Ce qui est une bonne chose, d'ailleurs. Il faut quand même rappeler que jusqu'en 2004, attention, 2004, il y avait 2 ours qui étaient à la ménagerie du Jardin des Plantes. Et c'était une énorme souffrance. Je les voyais tous les jours, et c'était, voilà, aussi, il fallait pas un pays en guerre ou une ignorance ou une pauvreté. Ils ont quand même vécu là. Alors, je revendique complètement. Ça, vous tombez très bien avec les ours. C'est moi qui ai maintenu un petit peu longtemps les ours ici, parce que c'était une souche pure d'ours de Perse, qui a été un cadeau du chat à l'époque, dans les années 50, fin des années 50, à la France, qui avait une grande valeur génétique. Donc il y avait un projet d'agrandissement de ces fosses. Alors on tombe quand même dans les normes. On était juste à la limite des normes qu'on avait nous-mêmes fait à l'EASA. C'est-à-dire 300 mètres carrés, on les avait. Le problème est que c'était mère et fils et que plus personne n'en voulait. Donc on avait arrêté la reproduction. On était quand même obligé de traiter la mère. Ils sont partis, on a réussi à trouver à Thoiry, ils sont partis à Thoiry où ils sont très bien installés. Ils sont toujours en vie tous les deux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais n'empêche que les normes, elles étaient peut-être respectées, mais si on les voyait... Oui, non, mais je vous dis, on était en dessous, mais... Oui, voilà, si on les voyait tous les jours comme moi je les voyais, c'est-à-dire une stéréotypie absolument uniforme, c'est-à-dire ils faisaient toujours la même chose. Je vais revenir sur ces comportements stéréotypés. C'est possible, ça nous gêne terriblement, nous. Il faut savoir que les animaux dans la nature ont aussi des comportements de ce type, c'est-à-dire qu'ils ont des habitudes. En plus, l'ours est un marcheur, il cherche sa nourriture, donc il se promène. Camara, qui est le responsable du parc national des Pyrénées, en particulier des ours, il y a des caméras à placer un peu partout, et il s'est aperçu qu'il y avait un mâle ours quand il partait, toujours par le même chemin, comme font nos cervidés. Les sentiers humains, souvent, ont pris des sentiers animaux. Il partait pour chercher sa nourriture le soir. Il faisait le même comportement tous les jours, au même pied d'un arbre. Il marchait sur un rocher, il tournait 2 fois et il continuait. Il faisait ça tous les jours. Mais on aurait vu ça en zoo, on aurait dit, ça y est, il est oui, mais quand même, dans la nature, ils sont quand même très, très stimulés parce que c'est un animal qui a un riche univers des odeurs. Bien sûr. Alors, l'habitude, ce n'est pas la stéréotypie, malheureusement. Stéréotypie, c'est pas un terme qui existe, mais bon, peu importe. Comportement stéréotypé. Oui, alors lequel existe alors, s'il vous plaît? Comportement stéréotypé. Voilà. Vous dites qu'effectivement, il faut les stimuler. C'est exactement ce qu'on fait avec ce qu'on appelle l'enrichissement que font les soigneurs d'une manière intensive maintenant. C'est relativement récent, ça a une quinzaine d'années, disons 15-20 ans. Et pour les ours en particulier, il y a plein de choses qu'on fait, et c'était fait régulièrement. Non, mais on le faisait quand même avec les ours.
Non, non, il n'y en a plus, il n'y en aura pas aux zoos non plus. C'est le vrai problème, et on revient au tag, ça a été le problème des ours. Les petits oursons, c'est très porteur au niveau du public. Sauf qu'un ours, ça vit entre 20 et 30 ans, qu'il faut des installations spacieuses, lourdes, sécuritaires, parce que ça peut être très dangereux. C'est pas forcément une question de surface. Il y a une très bonne thèse mais il y a une très bonne thèse que je vous conseille qui est sortie là-dessus, qui est Séverine Montandouin, qui a fait justement sur les comportements stéréotypés des ours, et où elle montre des choses qui n'étaient pas soupçonnées et qui n'ont rien à voir. C'est un solitaire, l'ours. Souvent, on les regroupe. Déjà, ça, c'est un stress pour eux. Je voudrais vous poser une question, savoir s'il y a des maladies spécifiques dans les zoos pour les animaux. Il y a des maladies spécifiques à certaines espèces ou certains zoos, mais pas spécialement dans les zoos, non. Donc je comprends pas bien la question. Eh bien, il y a des animaux. Il n'y a pas de maladie qui soit créée dans les zoos. Enfin, je veux dire. Il y a des maladies qui existent dans la nature, et s'il y a des maladies qui sont propres à des animaux qui vivent dans les zoos. Est-ce que cela a été vu, observé depuis le XVIIIe siècle? Voilà ma question. Je ne sais pas trop comment vous répondre, parce que c'est des maladies qu'on connaît, qui existent. Alors on peut effectivement contaminer dans les zoos, c'est-à-dire ce que j'ai expliqué tout à l'heure, des animaux en zoo qui peuvent avoir des pathogènes qu'ils ne connaissaient pas dans la nature, mais c'est des maladies qui n'existent pas spécifiquement en zoo. Enfin, le zoo n'a pas créé une maladie, quoi. C'est ça que je veux dire. Pardon ? On vaccine suivant les cas, oui, bien sûr. Il y a un suivi vétérinaire, mais il a toujours été, surtout en particulier au muséum, et c'est une tradition des grands zoos, j'allais dire début 20e. Très souvent, les directeurs de zoos étaient des vétérinaires. Donc ça, c'est un souci permanent. Oui, je voulais vous demander quel est l'intérêt de remettre des animaux dans leur site d'origine, puisque sitôt qu'ils y arrivent, ils sont de nouveau immédiatement rechassés et remangés. Le cas de l'Afrique, par exemple. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si les conditions... Donc, on prend beaucoup d'argent, beaucoup de peine, beaucoup d'espoir pour sauver ces malheureux. On les remet sur place. 3 jours après, ils sont en viande de brousse ou en viande de n'importe quoi. Non. Vous avez des exemples ? Non, justement, le problème des réintroductions ou des renforcements, c'est quand les conditions le permettent. Et c'est pour ça que c'est un travail compliqué. C'est les gens qu'il faut conditionner. Non, mais attendez. Prenons l'exemple du cheval. Ça a très bien marché. Le tamarin-lion, ça a très bien marché. Il y a une vraie protection sur place. Mais il faut que ça soit fait avant de relâcher ou de renforcer une population. Bien sûr, si vous allez les remettre sous les fusils des chasseurs, ça ne sert à rien. Il faut viande de brousse. On ne relâche pas en Afrique pour l'instant, quasiment. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas les conditions pour le faire. On n'est pas... Bon, ce serait de l'inconscience, effectivement, et complètement contre-productif. Est-ce que les animaux qui sont dans les cirques sont répertoriés et est-ce qu'il y a des relations entre les cirques et les zoos ? Alors, ils sont répertoriés. Il y a une législation cirque qui dépend de la même commission nationale consultative, d'ailleurs. Il y a zoo et cirque. Tout ce qui est présentation au public, en fait. Et ils sont, bien sûr, les cirques sont surveillés. Alors, c'est un monde un peu compliqué quelquefois, mais ils ont des animaux répertoriés, ils sont pucés, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils ont un transpondeur, ils sont obligés, avec un suivi, des papiers, etc. Il n'y a pas de problème. Et il y a de très bonnes, pour revenir aux tigres, à ma grande surprise, nous on avait du mal dans les zoos, et les cirques reproduisent souvent les tigres, mais c'est des animaux qui sont quasiment apprivoisés, c'est complètement un autre contexte. Paris est une des rares capitales européennes qui aujourd'hui n'a pas de zoo. Il y en a un qui va rouvrir. Est-ce qu'il y aura des changements dans l'approche pour le nouveau zoo ? Enfin, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments ? Oui, il y a des changements dans l'approche. Oui. Il est complètement refait, complètement reconçu. Alors c'est compliqué parce que Paris, c'est une capitale où il y a tellement de choses. Autant, par exemple, les villes allemandes moyennes ou autres, le zoo, c'est vraiment un lieu important pour la municipalité, parce que c'est un lieu attractif, etc. Paris, les touristes, quand ils viennent 3 jours, 4 jours, 5 jours, ils vont pas au zoo, c'est pas la priorité, quoi. Ça, c'est un des problèmes. Et en plus, on est limité en place. Alors, par contre, le concept est différent. C'est vraiment le concept d'immersion. Ça va être 5 zones, ce qu'on va appeler des biozones. Bon, il y aura des présentations, je pense, et il ouvre le 12 avril.
je peux vous l'annoncer. Par exemple, n'importe quel visiteur qui va à Berlin, pour citer, va voir le zoo, il y a la vedette du zoo, qui est, etc. Enfin voilà, je veux dire, et dans beaucoup de capitales européennes, j'ai pas tout en tête, je crois qu'à Londres aussi, enfin bon, c'est un peu comme ça. Alors Berlin, c'est certain en tout cas. Londres, beaucoup. Vous allez à Berlin, votre guide vous parle de la vedette du zoo de Berlin, enfin voilà, des vedettes actuelles et tout. On n'a pas ce phénomène à Paris. Non, mais on n'a pas la même culture zoologique non plus. On est plutôt latin là-dedans, plutôt que les pays du Nord qui sont beaucoup plus zoologiques. Puis après, c'est une question de taille de ville. Londres, le zoo, il attire pas les foules, hein. Il attire pas les touristes ni les trucs. C'est pareil, c'est une très grosse capitale. Par contre, vous allez dans les villes allemandes de la Ruhr, vous avez 400 zoos qui se battent en duel, qui font tous 1 million de visiteurs et qui sont vraiment un outil important pour eux. Et c'est la structure financière, c'est souvent alors 1/3, 2/3, moitié, une sorte de compagnie privée et en même temps la ville. C'est-à-dire que la ville participe. Or, Paris, la ville participe pas. Hein. C'est uniquement national. C'est pas une question pour Jean-Luc, c'est pour répondre à la question de Madame. Donc, je suis Michel Saint-Gelme, je suis le directeur actuel de la ménagerie. Et vous avez un zoo actuellement à Paris, qui est la ménagerie du Jardin des Plantes, qui présente 180 espèces au public, qui est aujourd'hui considéré comme un des grands zoos européens, qui est, si vous venez demain à ma conférence, je vous apprendrai, j'essaierai de vous évoquer un petit peu son histoire, qui est fabuleuse, 220 ans d'histoire, puisqu'on fête cette année les 220 ans de la ménagerie. Et donc, la ménagerie reçoit 800 000 visiteurs, presque 1 million de visiteurs. Le zoo de Vincennes, on attend, qui s'appelle le Parc zoologique de Paris, on attend 2 millions de visiteurs. Ça sera 3 millions de visiteurs pour les zoos à Paris. Donc, on espère bien les recevoir, ces 2 millions de visiteurs. Alors, si vous prenez les grands zoos dans les grandes villes européennes, c'est entre 1 million et 2 millions de visiteurs. Donc, même si Paris a une offre culturelle très, très importante qui fait que beaucoup de visiteurs, beaucoup des touristes qui viennent à Paris vont voir les grands musées, peut-être pas assez les zoos, pour l'instant, dans l'avenir, on aura cette offre qui permettra aux touristes et aux Parisiens d'avoir des grands zoos à Paris, des grands zoos dans la capitale de la France. Merci.